iXL est le soutien scolaire en ligne qui aide votre enfant à réussir en maths. iXL Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Et je ne parle pas du feuilleton. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Alors on y est, installez-vous confortablement, sortez les pop-corns et préparez l'apéro. Je vais commencer avec un exemple facile qui parlera à tout le monde. Vous savez que l'électricité sans fil existe. Vous connaissez par exemple les chargeurs sans fil. La transmission de l'électricité sans fil existe dans bien des domaines et cette technologie existe depuis la fin du 19e siècle. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas été développée finalement? Pourquoi avoir préféré s'encombrer de fils? Parce que c'est plus fiable, moins dangereux, plus pratique. Vous l'avez compris, la seule raison, c'est l'argent. L'électricité est impalpable, elle circule partout autour de nous. Les fils et la complexité des installations électriques poussées à l'extrême ont été choisis pour nous donner l'illusion du contraire. Cela leur permettait de nous vendre l'électricité comme s'il s'agissait d'un fluide circulant à travers des fils comme un liquide
dans une canalisation. Croyez-moi, s'ils n'avaient pas trouvé le moyen d'ériger des fortunes sur notre dos avec l'électricité, nous en serions encore aujourd'hui à nous éclairer avec ces bonnes vieilles lampes à l'huile. Nos maîtres ne se sont jamais souciés de nous. Leur seule motivation, c'est de tirer le maximum de profit de notre triste et insignifiante existence à leurs yeux. Ils ne nous donneront jamais rien pour rien. Ne vous faites pas d'illusions, ils nous vendront même la corde pour nous pendre. Et tout est comme ça depuis que le monde est monde. Il n'est pas question ici seulement de factures d'électricité. Pensez à tous ces kilomètres de fils, tous ces poteaux électriques, pensez à toutes ces boîtes de dérivation, pensez à toutes ces gaines, ces prises, à tous ces interrupteurs, tous ces fusibles, ces dominos qui sont vendus par millions chaque jour. Un business monumental s'est monté autour d'une énergie qui est pourtant omniprésente dans la matrice, jusque dans nos cellules. Tout est électrique. Pensez maintenant aux téléphones, ces vieux téléphones filaires. C'était aussi 2 fils. C'était de l'électricité, ce n'était rien d'autre que de l'électricité avec un boîtier téléphonique à chaque extrémité de fil et des centres de redirection et de relais sur les lignes. Mais le téléphone consommait tellement peu d'électricité qu'ils ont préféré utiliser d'autres fils, plus petits, plutôt que de se servir des fils électriques déjà installés dans les maisons. Pourquoi ? Parce que les compteurs électriques n'auraient jamais pu vous facturer les appels, la consommation électrique d'une conversation téléphonique étant électriquement imperceptible. Il fallait donc que la facture de téléphone soit calculée au temps passé avec d'autres compteurs basés sur un minuteur. Ils nous vendaient du temps très cher, ils s'arrogeaient le droit de vous facturer le temps que vous passiez à converser avec vos amis, votre famille. Vous n'avez pas la rage de voir à quel point ils nous prennent pour des vaches à lait. C'en est là aujourd'hui. Ils font tellement confiance en notre docilité qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher leur corruption. Ils sont tellement habitués à nous voir jouer selon les règles de leur jeu truqué qu'ils nous laissent même régler nos courses tout seuls à la caisse pour économiser jusqu'au salaire des caissières. Nous faisons nous-mêmes le tri de nos déchets pleins de bons sentiments pour la planète, oubliant les milliers d'emplois détruits pendant que nous engraissons leur société avec nos impôts. Nous nous comportons comme des moutons prêts à payer le rasoir qui va servir à nous tondre. Le câble téléphonique classique contenait 4 paires de petits fils électriques de couleurs différentes. Une seule paire était utile, car toujours 2 fils, quel que soit le nombre de téléphones dans la maison. Pensait-il que chaque membre d'un foyer aurait sa ligne privée avec son propre numéro ? Possible, mais difficile à croire quand on se souvient des douloureuses factures téléphoniques de l'époque. À quoi servaient les 3 autres paires de fils ? Prévoyait-il déjà d'autres technologies, télétexte, fax, Minitel, Internet ? Et se réservait-il le droit d'y ajouter d'autres compteurs ? Finalement, ils ont décidé de tout centraliser sur le même circuit, considérant que l'esclave domestique n'avait pas besoin de se servir de plusieurs appareils à la fois. Ils ont donc opté pour un système plus simple, un signal sonore différent pour chaque appareil initier la ligne, autrement dit enclencher un régime de facturation différent. Marre d'attendre vos colis 2 semaines et de devoir payer des taxes à l'arrivée ? Maintenant, sur theopstore.re, commandez vos smartphones, PC et tous vos produits high-tech en quelques clics et choisissez une livraison rapide en 48 heures. Tous les produits sur theopstore sont déjà à La Réunion et en ce moment, ça compte. Et cerise sur le gâteau patate, vous pouvez payer en plusieurs fois. Achetez en ligne, local et plus vite sur theopstore.re. Du 18 janvier au 17 avril, le Pop-Up Store French Bee pose ses valises à Saint-Pierre. Une boutique
Ok, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous en êtes sûr? Internet, tout comme le téléphone, c'est toujours de l'électricité. La preuve, les prises CPL qui permettent, en se branchant sur le secteur, de récupérer Internet chez vous, dans n'importe quelle pièce. Le réseau Internet aurait donc pu lui aussi arriver dans votre maison via la ligne électrique classique et être décrypté directement par l'ordinateur via un modem intégré, exactement comme c'était le cas avec le Minitel. Bonjour, je m'appelle Bernard Marty. J'étais ingénieur chef du laboratoire dans lequel a été créé le Minitel. J'ai dirigé l'équipe qui, dès le départ, a travaillé d'abord sur le télétexte, puis sur son adaptation au réseau téléphonique qui est devenu le Minitel. Retrouver des amis d'enfance, c'est un jeu d'enfant avec l'annuaire électronique. Dans la pensée du public, le Minitel, c'est d'abord l'annuaire électronique. Et le succès est venu du fait qu'on pouvait consulter l'annuaire de toutes les régions de France à partir de n'importe quel point de France, alors que l'annuaire papier n'était délivré aux usagers que sous sa version locale. Alors effectivement, dès le début du lancement du Minitel, il y avait la queue dans le hangar qui servait de point de distribution des Minitel pour avoir gratuitement son objet de luxe. Le Minitel en tant qu'objet était gratuit. Ils montraient leur facture téléphonique pour prouver qu'ils étaient abonnés au téléphone et puis on leur donnait un Minitel. C'était le signe du progrès. Allez chercher votre Minitel. Vous connaissez déjà le fonctionnement du Minitel? Ça, c'est le modèle dit vide ordure. C'est vraiment le Minitel de base, AZERTY, le plus bête qui soit, quoi. Celui qui a été le plus diffusé d'ailleurs. C'est Alcatel qui a réussi le premier à miniaturiser le modem. Et ça a posé beaucoup de problèmes politiques parce qu'au niveau européen, les modems devaient être distincts du terminal qu'il utilisait pour des raisons de sécurité électrique. Alors que là, il était intégré dans le terminal. Donc on a violé les règlements européens, ce qui était une bonne chose, pour pouvoir développer le Minitel. Oh ben, je le savais, mais on leur a dit merde, on n'avait pas le choix. Pendant que le Minitel se vendait, on continuait nos travaux et on a travaillé sur l'image, sur le graphisme, sur le son pour développer l'extension des services Minitel. Bon, ce que Internet faisait en parallèle, avec 10 ans de retard puisque le web n'a été ouvert que vers 92. Ainsi, en se cachant derrière le sacro-saint principe de précaution, et donc une fois de plus en jouant sur nos peurs, les gardiens du troupeau interdirent les modems aux fabricants d'ordinateurs. Et ils avaient de quoi se faire entendre puisqu'ils contrôlaient déjà les fils. Sectoriser chaque service leur permettait de nous vendre toujours plus de vent. Tant que je gagne, je joue. Personnellement, je n'ai jamais entendu dire qu'un Minitel avait pris feu tout seul. Des opérateurs privés, sortis de nulle part, sont arrivés. Ils nous ont proposé des modems en location sous forme d'abonnement, chacun avec ses tarifs et ses normes
pour nous donner l'illusion d'un choix entre plusieurs sociétés concurrentes et en nous faisant entendre que la concurrence est toujours en faveur du consommateur. Personnellement, en guise de concurrent, je ne vois ici que des prédateurs se partageant un festin sur le dos des moutons que nous sommes. L'illusion du choix, nous l'aurons aussi, rassurez-vous, avec le vaccin. De nombreux laboratoires y travaillent. On ne change pas un système qui marche. En fait, je vous le dis, rien n'a changé. La surfacturation à la minute d'utilisation, comme on a connu au tout début d'Internet, avec les modems 56K, était donc une première étape. Le plan prévoyait en effet une connexion illimitée via un forfait qui ouvrait sur un champ d'exploitation infini de surveillance et de contrôle. Mais comment passer de l'un à l'autre sans que l'utilisateur se rende compte de l'arnaque? Eh bien, la solution est aussi simple que géniale, en changeant simplement de nom. Passer du modem à la box, c'est-à-dire de la facturation à la minute au système d'abonnement avec forfait illimité, allez permettre ce tour de passe-passe. Les utilisateurs étaient tellement contents de cette nouveauté, de cette nouvelle offre, qu'ils ne se sont posé aucune question. En réalité, le seul forfait illimité concernait la poursuite de la tonte du mouton qui allait continuer de payer pour de l'électricité qu'il payait déjà. Électricité qui, je le rappelle, aurait pu se passer de fil, d'une part, et être gratuite pour tout le monde. Quand je vous dis que nous nous comportons comme des moutons prêts à payer au prix fort le rasoir qui sert à nous tondre et même la laine que nous produisons. Nous venons à peine d'effleurer la question de l'électricité depuis toujours tenue par une mafia financière qui nous a spoliés et qui veut absolument nous maintenir en esclavage. Il faut que vous sachiez qu'il en est exactement de même de tout ce qui touche au secteur de l'énergie. Notre rapport à l'énergie est une absolue imposture à laquelle nous sommes tellement habitués que nous ne sommes même plus en mesure de la déceler. Les puissances de ce monde maintiennent volontairement l'humanité dans la dépendance. Pas de centrale énergétique individuelle, ça n'a jamais été développé et surtout pas encouragé. Trop compliqué, ça ne marche pas. Pas même des petites centrales dans un cadre réduit de copropriété avec ses voisins, trop dangereux et pas rentable. L'énergie ne nous appartient pas. L'énergie est devenue un produit industriel. Nous en avons été totalement dépossédés. On nous a fait croire que c'est compliqué, que c'est dangereux, que ça coûte trop cher à produire. Notre seule liberté en matière d'énergie, c'est de choisir le fournisseur à qui nous adresserons notre chèque. Toujours la même illusion de liberté qui motive notre adhésion, en réalité notre soumission. Les systèmes de tarification des fournisseurs sont incompréhensibles et ils fluctuent d'une année sur l'autre. Exprès, c'est pour occuper l'esprit du mouton du moment qu'il paye. Et s'il a l'impression d'avoir été assez malin pour faire quelques économies avec son nouveau fournisseur, il sera même content de payer. L'énergie est le nœud gordien de notre esclavage, un nœud qu'il faudra bien trancher un jour si nous voulons recouvrer notre liberté. Nous baignons dans ce système crapuleux depuis notre naissance, si bien qu'il ne nous vient même pas à l'idée de le remettre en question et encore moins de nous en indigner. Nous acceptons notre situation d'esclavage comme une fatalité et nous remercions nos maîtres de leur bonté envers nous en allant voter pour leurs représentants à chaque élection. L'équation énergétique est la suivante. L'électricité, c'est compliqué. Le pétrole, c'est rare. Le nucléaire, c'est dangereux. Les énergies renouvelables ne sont pas efficaces. L'énergie libre n'existe pas. À ces principes de base viennent s'ajouter deux autres données essentielles.
la menace d'une pénurie et la menace d'une catastrophe. Nos maîtres jouent en alternance avec ces différents leviers pour continuer en toute impunité le racket des peuples. Dans les années 60, alors que l'essence ne coûtait pas grand-chose, les gardiens du troupeau, en s'appuyant comme toujours sur la science et les médias aux ordres, ont commencé à nous parler de pénurie de pétrole. On produisait alors 30 millions de barils par jour. Un baril, c'est 136 kilos. Dès les années 70, une propagande de peur s'est enclenchée. L'épuisement des réserves était annoncé pour le début des années 2000. S'en est suivi 3 chocs pétroliers successifs en 71, 78 et 2008 qui ont eu pour effet de faire flamber les prix. Les taxes ont suivi et tout le monde s'est rincé sur le dos de qui vous savez. Aujourd'hui, le pétrole est un des piliers les plus importants de leur système de domination diabolique. Mais ce qui est fascinant avec le pétrole, c'est qu'il y en a toujours. On nous explique que les moteurs sont beaucoup plus économiques, qu'on a découvert de nouvelles nappes, que les techniques de forage ont connu d'énormes progrès. Certes, mais les consommateurs chinois et indiens sont massivement arrivés sur le marché. Cela représente tout de même des milliards d'individus. Et curieusement, l'évolution de l'offre a toujours suivi la courbe exponentielle de la demande. Aujourd'hui, la production de pétrole est supérieure à 100 millions de barils jour. C'est magique de la part d'une énergie fossile se développant sur des dizaines et centaines de millions d'années et dont on nous dit depuis toujours que le stock est limité. L'énergie fossile, la belle affaire. Dès qu'on me parle de fossiles, j'ai tous mes warnings qui se mettent à clignoter. Vous vous souvenez, je vous ai dit lors d'un précédent épisode qu'il n'y avait pas forcément besoin de millions d'années pour transformer de la matière organique en pierre. Il suffit en effet que les conditions soient propices à la minéralisation. Voici justement un article de vulgarisation scientifique paru dans Science Post le 11 février 2020 et qui vient confirmer cette hypothèse de la plus curieuse et triviale des manières. Le journaliste scientifique nous apprend qu'une fosse d'aisance a été retrouvée à Londres. Cette fosse aurait été utilisée par les Londoniens entre le XIVe et le XVIe siècle. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Le journaliste souligne l'intérêt de ce genre de découvertes qui peuvent contenir de nombreux indices sur les régimes alimentaires et la santé de celles et ceux qui les utilisaient. S'ensuit alors la description des objets découverts, peignes en os utilisés pour éliminer les poux et même le squelette d'un chien. Encore une fois, rien que des objets usuels qu'on aurait jetés là pour s'en débarrasser. Mais entre deux éléments fuse une information qui paraît anodine, mais que j'ai relevée aussitôt. Les chercheurs ont ensuite passé un mois entier à étudier les environs. Et plus ils creusaient, plus ils s'enfonçaient. Les anciennes matières fécales s'étaient transformées en pierre, explique-t-il. Fermez les guillemets. On voit donc bien que si les conditions sont réunies, la matière organique ne met pas des millions d'années à se fossiliser. Ici, il est prouvé que quelques siècles suffisent. Mais vous allez voir que le processus de fossilisation peut se faire encore beaucoup plus rapidement. J'ai trouvé en effet un autre témoignage sur un forum canadien qui va dans le sens d'une fossilisation express accomplie sous des conditions particulières. Eric Hamilton décrit son examen d'un tronc d'arbre pétrifié en Alberta, au Canada. Donc je cite, « La pièce était en silice, claire, pure à l'intérieur. Elle était recouverte d'une croûte opaque, plus rugueuse de sable partiellement fondu. L'arbre dont la souche était pétrifiée était vivant il y a 5 ans. Après que l'arbre ait été abattu pour accueillir l'emprise d'une nouvelle ligne de transport d'électricité, une rupture accidentelle a permis au fil haute tension, sous tension, d'entrer en contact avec plusieurs souches d'arbres encore dans le sol. Le courant a été coupé quelques heures après la pause.
Toutes les racines des arbres qui ont touché le fil cassé ont été fossilisées. De toute évidence, on peut constater que les extrêmes d'électricité peuvent donc métamorphoser rapidement la matière. Enfin, une autre revue de vulgarisation scientifique à destination des étudiants nous parle, cette fois carrément, de fossiles produits en un éclair. L'article raconte l'histoire d'un jeune homme, David Martil, passionné de fossiles, qui s'est demandé comment des poissons fossiles pouvaient présenter des organes internes fossilisés en parfait état de conservation, alors que le processus de minéralisation était censé s'être produit sur une période de 100 millions d'années. Je cite le passage de l'article. « Alors que Martil regardait ces poissons fossiles, il réalisa que les animaux devaient s'être transformés en pierre très rapidement. Sinon, leurs tripes et leurs branchies auraient pourri et auraient disparu. Martil était déterminé à résoudre ce mystère. Bon, toujours aussi passionné à la fin de ses études, David devient paléontologue à l'université de Portsmouth en Angleterre et il continue d'étudier les fossiles. Et il fait aussi des expériences sur la putréfaction animale, toujours pour essayer de comprendre le phénomène. Martil a découvert que certaines caractéristiques des branchies disparaissaient quelques heures après la mort d'un poisson. Cela l'a conduit à une conclusion incroyable. Le processus de fossilisation ne prenait probablement que quelques heures, et pas plus de quelques jours. Finalement, un ami de Martil, Derek Prince, paléontologue à l'université de Yale, a entrepris de découvrir la recette pour pétrifier un animal. L'expérience de Derek consistait à laisser pourrir des centaines de minuscules crevettes mortes dans des bêchers en verre. La plupart des crevettes se sont transformées en bouillie puante. Mais, de temps en temps, noyé au fond de cette boue en décomposition, un tout petit morceau de crevette se durcissait avec des minéraux. Souvent, ces cellules individuelles étaient préservées, tout comme Martil l'avait vu pour ses poissons fossiles. D'autres scientifiques se sont joints à leurs recherches jusqu'à la découverte d'une espèce de bactérie particulièrement propice à la transformation quasi instantanée des animaux en fossiles. Et l'article d'ajouter une chose importante, je cite, « C'est une espèce de bactérie que nous pouvons cultiver en laboratoire. » Tout cela me fait penser à la fosse des anses dont j'ai parlé plus haut. Difficile de trouver en effet un endroit plus propice à la prolifération de bactéries. Bref, si le sujet vous intéresse, vous pourrez faire des recherches sur le web. L'essentiel, à mes yeux, c'est de comprendre et d'accepter l'idée que la fossilisation ne demande pas nécessairement des millions d'années comme le prétend le dogme scientifique. Je vous rappelle que cette fossilisation a été souvent un des arguments qu'on a objecté à ma fameuse théorie des cycles de 1000 ans. Ainsi, avec des bonnes bactéries pour faire le job, on peut obtenir ce résultat en quelques heures. Mais je reviens au sujet de tout à l'heure, qu'en est-il du pétrole ? On connaît parfaitement le mécanisme de formation du pétrole. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, rassurez-vous. Mais voici quand même les conditions requises pour sa production. 1. Une forte productivité de matière organique, car le pétrole va dériver de la décomposition de matière animale ou végétale. Il faut que cette décomposition soit concentrée et qu'elle ne soit pas complète. Des molécules organiques sous forme de grandes chaînes carbonées doivent subsister. Ces sédiments doivent se retrouver enfouis sous terre, c'est-à-dire ils doivent mariner en milieu fermé, autrement dit dans un milieu dépourvu d'oxygène. Les côtes océaniques, mais aussi les anciennes forêts tropicales, sont des sites privilégiés pour la formation du pétrole à l'état naturel. Deuxième condition, une forte présence de micro-organismes, plancton, sédiments charriés par les fleuves, ou champignons et bactéries
qui, nous l'avons vu, joue un rôle essentiel dans la formation du pétrole. Si le mécanisme est bien connu des scientifiques, malheureusement, la plupart d'entre eux n'envisagent pas ce processus autrement que dans des conditions naturelles, considérant que, de toute façon, la transformation ne peut s'opérer qu'à travers des millions d'années. C'est une terrible erreur. S'ils avaient la curiosité de reproduire ces conditions en laboratoire, ils se rendraient compte qu'ils peuvent reproduire du pétrole avec n'importe quelle matière organique, détritus, épluchures de pommes de terre, gazon, et cela en quelques heures. Vous ne me croyez pas, le procédé est pourtant simple. Vous avez certainement oublié l'allemand Kolb, qui pouvait déjà produire du pétrole par électrolyse en 1849. En 2011, Grégoire Kaplan s'en souvenait encore avec son carburant K, produit à partir de n'importe quel déchet végétal. Comme il le reconnaît lui-même, je cite, « Je n'ai rien inventé, j'ai simplement mis bout à bout 3 procédés qui figurent dans tous les bons livres de chimie depuis plus d'1 siècle. » Mais vous l'avez sans doute oublié lui aussi. Pourtant, avec son procédé, 4 kilos d'herbes sèches donnaient 1 kilo d'or noir en moins d'1 semaine. Vous imaginez les tonnes de pétrole que nous pourrions produire juste en récupérant le gazon chez les particuliers? Seulement, voilà, pour nos élites, entre tondre le gazon et tondre le mouton, le choix a été fait. Qui se souvient de l'iroline et la solution de Prudhomme-Oudry concernant un pétrole artificiel produit dès 1920? Vous pouvez lire cet article du magazine L'Illustration, daté de 1927, en faisant pause sur la vidéo, article disponible sur l'incontournable site Quantum de Jean et Bernadette Suarez, que je salue ici chaleureusement. En 1927, les enjeux autour du pétrole étaient déjà les mêmes qu'aujourd'hui. Menace d'une possible pénurie, dépendance aux pays pétroliers et pression des firmes puissantes jalouses de leur monopole. C'est toujours la même histoire, tout est dit, rien n'est caché. Vous ne vous souvenez sans doute pas non plus du pétrole inépuisable, écologique et bon marché développé dès les années 50 par le docteur Jean Legré, lui aussi un scientifique, éminent médecin spécialiste de la microbiologie chargé de conférences à la chaire de bactériologie à la faculté de médecine de Paris de 1935 à 1937. En 1936, il est envoyé en mission en Espagne par la SDN, l'équivalent de l'ONU à l'époque, pour étudier les moyens de prévention des maladies infectieuses. Sur sa fiche Wikipédia, qui s'étend en long et en large, sur sa carrière médicale remarquable, une seule ligne, curieusement, à propos de ses recherches sur le pétrole. Wikipédia nous apprend que, révoqué par le gouvernement de Vichy en 1941, il est chargé de cours à la faculté de médecine d'Alger et travaille parallèlement, j'apprécie beaucoup le parallèlement, sur la fabrication d'hydrocarbures à partir de bactéries anaérobies du sol. L'encyclopédie en ligne n'en dit pas plus. Pourtant, sa découverte a donné des résultats si prometteurs qu'un projet d'implantation d'un bain de production a même été envisagé en Algérie. Ce projet, né durant la guerre, période de tous les possibles en matière de recherche puisqu'on manquait cruellement de tout, est finalement abandonné dans les années qui suivent la libération. On nous expliquera que le pétrole était si peu cher à l'époque que la production industrielle d'un pétrole artificiel n'était pas rentable. Pas rentable pour qui? Avec son procédé, le docteur Legré produisait un pétrole d'excellente qualité par l'action des bactéries sur des acides gras, mais également des boues d'épuration, du savon et des feuilles mortes. Les rendements s'élevaient jusqu'à 70%, c'est-à-dire que 10 tonnes de déchets pouvaient produire jusqu'à 7 tonnes de pétrole. Ce que nous promettait le docteur Legré, couvrir plus de 10 fois les besoins énergétiques de la France par la valorisation de nos déchets ménagers, agricoles et industriels.
Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites, Doc? Je fais le plein. Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends? Non, Doc, je viens d'arriver, Jennifer est là, alors on va faire un tour dans le 4x4. Eh bien, t'as qu'à l'emmener. Hé, Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Une malédiction semble s'abattre à chaque fois qu'il est question de fabriquer du pétrole. Cette malédiction, c'est une politique de confiscation généralisée des énergies par les puissances industrielles et financières, avec la complicité des États qui y trouvent leur compte par le biais d'une surtaxation. Face aux manipulations des puissances de l'ombre, à chaque fois qu'une nation renonce à ses droits fondamentaux, que ce soit à son autonomie énergétique ou aux libertés publiques, qui par compromis, les instances politiques, qui par intérêt, les corps de métier, qui par peur, le peuple, il est presque impossible de faire marche arrière. C'est pourquoi je vous le dis, les populations doivent faire très attention lorsqu'elles acceptent d'abandonner même une fraction infime de leur liberté pour un peu plus de sécurité. Car cette liberté ne revient jamais. Il ne faut donc pas prendre ces choses-là à la légère. Vous êtes prévenus. Bref, il ne reste plus rien de toute cette période bouillonnante où des scientifiques bricoleurs un peu naïfs aussi pouvaient encore espérer travailler librement à l'amélioration de la vie de leurs contemporains. Plus rien? Pas tout à fait. Un mot hérité de la seconde partie du XIXe siècle, c'est-à-dire du début de l'exploitation du pétrole, qui était alors essentiellement destiné aux lampes, trahit encore l'époque bénie des grandes découvertes au niveau de l'énergie. En effet, on appelle aujourd'hui encore les grandes compagnies pétrolières des producteurs de pétrole. Ce n'est pas une erreur de vocabulaire, ce n'est pas en raison non plus de ce qu'il se passe dans les raffineries. Les raffineries transforment le pétrole en différents produits dérivés, mais ne le produisent pas. Ce mot producteur vient du temps où les premiers chercheurs et inventeurs, des chimistes et des biologistes souvent, ont découvert comment reproduire à grande échelle le processus de formation du pétrole. L'industrie de l'or noir était alors une petite industrie. Le premier puits de forage date de 1859. Auparavant, on allait chercher encore le pétrole au fond des mines. Il y avait donc encore de la place pour tout le monde. C'est ainsi que ces inventeurs sont devenus des petits producteurs au sens propre du terme. Avec l'essor du monde industriel et l'émergence de l'industrie automobile, les banques et les grandes sociétés ont finalement mis tout le monde d'accord. Elles ont racheté les brevets et se sont mis à exploiter d'une part les gisements existants à l'état naturel et à développer d'autre part la production du pétrole à grande échelle en fracturant les sols, par exemple, pour déverser dans les cavités souterraines les ingrédients de la soupe primaire. Cette production se concentrait dans des zones isolées en raison des nuisances, mais aussi du précieux secret de fabrication qu'il fallait préserver. Un secret qui tomberait bientôt dans l'oubli et dont la mémoire collective n'a gardé que l'expression en usage « producteur de pétrole ». Dès les années 60, le mensonge du pétrole s'est industrialisé lui aussi, et vous n'avez plus jamais entendu parler de ses inventeurs. D'une génération à l'autre, il est fou de voir comment se perd la mémoire. On nous montre toujours des images de raffinerie ou de forage, mais vous comprenez à présent que ce n'est que la partie visible du décor. La véritable production du pétrole qui suit miraculeusement depuis 50 ans l'augmentation rapide et exponentielle de la demande se passe dans les coulisses. Le pétrole s'autoproduit en quelques heures pourvu qu'on l'alimente correctement de déchets organiques. C'est en fait une énergie illimitée. Les bactéries se reproduisent à l'infini de sorte qu'un gisement de pétrole, une fois amorcé et convenablement nourri, ne s'épuisera jamais. La seule pénurie
vient des producteurs eux-mêmes quand ils décident de faire grimper les prix. Ceux qui veulent en apprendre davantage sur le sujet peuvent étudier également la théorie du pétrole abiotique, une théorie longtemps défendue par certains scientifiques et qui est en lien avec tout ce que je viens d'exposer. Des exemples comme celui du docteur Legré, il en existe beaucoup, mais il faut savoir s'arrêter. En conclusion, je dirais que la pénurie du pétrole, c'est un peu comme l'exploration de la Lune. Plus on s'approche de la date fatidique, plus la date recule. Et croyez-moi, si le pétrole disparaît un jour, c'est que les industriels auront trouvé autre chose à nous vendre, encore plus rentable pour eux. Dernière petite précision pour clore ce sujet, je ne suis pas en train de vous dire que le pétrole c'est merveilleux, c'est idéal. Je suis conscient de la pollution que les hydrocarbures génèrent sur la planète. Je suis juste en train de vous expliquer comment fonctionne le système qui nous maintient en esclavage. En réalité, la simulation dans laquelle nous vivons est pure énergie. Cette énergie est donc partout, généreusement offerte à tous. Et il suffit d'un peu de sens pratique pour en fabriquer avec à peu près tout. Malheureusement, nos gardiens du troupeau l'entendent autrement. Depuis le 19e siècle, ils usent de tous les mensonges pour nous amener à croire le contraire. L'autre levier, après la peur de la pénurie, c'est la peur de la mort. Quand vous ne voulez pas qu'un enfant s'approche ou s'intéresse de trop près à quelque chose, la première excuse qui vous vient à l'esprit, c'est de lui dire que c'est dangereux. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit l'Éternel à Adam et Ève pour les dissuader de manger les pommes de l'arbre de la connaissance. Il a fallu que le serpent s'en mêle et révèle la vérité à Ève pour la libérer de la peur, de l'illusion et du mensonge. Alors, ça s'est peut-être très mal terminé pour l'humanité après ça, mais au moins, nous savons à présent qui était l'Éternel. Récemment, nos élites nous ont fait exactement le même coup avec l'hydroxychloroquine, semble-t-il le seul traitement allopathique efficace contre le Covid. Les médecins ont en effet prétendu tout à coup que le Plaquenil était un médicament très dangereux qu'il fallait immédiatement interdire. Pourquoi on vous croirait en fait, Olivier Véran ? Très grosse contre-indication. Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Terrible effet secondaire. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge. Étonnant pour un médicament en vente libre en pharmacie depuis 50 ans et consommé par 2 milliards de personnes. Vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient le protocole hydroxychloroquine azithromycine qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours parce que vous saviez très bien que ça marchait. Aujourd'hui, les études. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait. Oui, ça c'est tordu, je sais bien. C'est vous, vraiment tordu, oui. Oui. En tout cas, une chose est sûre, il n'avait pas prévu la résistance du professeur Raoult, arrivé là comme un caillou dans leurs chaussures. Dès janvier 2020, on a vu Didier Raoult, façon roi Théodème, mener seul la charge du dernier espoir avant que le monde ne sombre dans la folie. Avec sa chloroquine en étendard et sa vidéo cultissime fin de partie, le professeur a bousculé le plan savamment orchestré par les cloportes mondialistes et leurs complices, les politiques, les médecins de plateau et les médias mainstream. Les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Mais peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait. Si nous les laissons faire, dans 15 ans, les mémoires se seront érodées et ils auront classé l'hydroxychloroquine dans la catégorie amanite phalloïde et cyanure. Là, au moins, ils seront tranquilles. Plus personne ne voudra y toucher. Moi, je me vis comme responsable pour moi et pour les autres, et donc, bien entendu, je serai vaccinée. Anaïs ? Moi, je vais plutôt prendre de la vitamine D, du zinc et de la vitamine C, en fait. Donc pas de vaccin pour vous dans l'immédiat. Pas convaincu. Non, ça c'est clair. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'énergie nucléaire. Quand on y réfléchit, on se rend compte en effet qu'il y a plusieurs choses très bizarres autour de la radioactivité. Déjà, pour commencer, je me demande comment Pierre et Marie Curie ont fait pour survivre si longtemps à leurs travaux. C'est vrai, ils ont travaillé en aveugle durant des années,
avec des tonnes de minerais d'uranium. Ils ont fait énormément d'expériences, manipulé toutes sortes de matières radioactives sans protection aucune, sans avoir la plus petite idée des dangers qui les menaçaient, et les limites à ne pas dépasser. Et en dehors de quelques petites malheureuses brûlures, ils n'ont jamais eu aucun problème. Pourtant, Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium, qui est 400 fois plus radioactif que l'uranium, puis le radium, 900 fois plus radioactif. On aurait pu s'attendre à ce qu'un jour, à force d'expérimenter tout azimut, Pierre Curie boive une fiole de radium pour tester et avale la rasade de trop, ou qu'il inhale malencontreusement du polonium qui est très toxique. Eh bien non, il est mort au bout de 11 ans d'expérience alors qu'il traversait la rue en courant comme un jeune homme. Fauché en pleine forme, il est mort en bonne santé. Quant à Marie, qui a passé 30 ans avec ses produits radioactifs, on nous a dit qu'elle avait fini par mourir sans doute à cause de sa trop longue exposition aux radiations. Je veux bien le croire, mais ce n'est même pas sûr, car enfin, elle a quand même vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Quand on considère que dans les années 30, l'espérance de vie d'une femme en France ne dépassait pas les 55 ans, ça tient du miracle. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui me font bizarre, moi. En réalité, il est très difficile de dire si la radioactivité est vraiment aussi dangereuse qu'on nous le dit. On nous a fait tellement peur que personne n'a envie d'aller vérifier, et donc on est bien obligé de les croire sur parole. Pourtant, à y regarder de plus près, les États n'ont jamais pu établir de chiffres précis quant à sa dangerosité. Ça dépend de tellement de paramètres qu'au bout du compte, plus personne ne peut plus rien y comprendre. Les chiffres du taux d'exposition létale rapportés au temps d'exposition varient énormément et sont même parfois contradictoires. Il n'existe aucun consensus, ni aucune certitude là-dessus. Il y a comme un flou énorme autour de cette question. Il se trouve que Marie Curie a rapidement orienté ses recherches dans le domaine médical. Grâce aux radiations produites par le radium, elle espérait développer des traitements contre le cancer, déclaré fléau de l'humanité pour la première fois en 1906. Tout ce qui était radioactif semblait porteur de grandes promesses pour l'humanité et notamment au niveau de la santé. C'était l'époque des lotions radioactives pour bébés, des crèmes rajeunissantes et même des cigarettes au radium. Une danseuse fort connue à l'époque avait même demandé à Marie la confection d'un costume phosphorescent en radium. Non mais, je vous vois sourire, mais je ne pense pas que les scientifiques de l'époque aient été assez stupides pour ne pas voir les dangers de la radioactivité. Ils connaissaient les effets de brûlure du radium sur la peau et la toxicité du polonium inhalé ou ingéré. Mais il semble que le danger des radiations ne présentait rien d'insurmontable ou qu'on ne puisse pas contrôler. Rien d'équivalent, en tout cas, à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. L'utilisation de l'uranium, 900 fois moins radioactif que le radium, a d'ailleurs continué de se répandre largement dans l'industrie tout au long du XXe siècle, et ce, au moins jusque dans les années 70. Saviez-vous, par exemple, que l'uranium appauvri a été utilisé comme contrepoids par de nombreux fabricants d'avions, et notamment sur les premiers Boeing 747. Alors, je ne pense pas que Boeing aurait pu ignorer la dangerosité de l'uranium, ni mépriser à ce point la sécurité de ses passagers. La première centrale nucléaire voit le jour en décembre 1951 dans le laboratoire national de l'Idaho. Elle produit environ 1000 watts d'électricité, de quoi allumer 4 ampoules. Puis, rapidement, de quoi éclairer tout le bâtiment. Elle fonctionne avec de l'uranium enrichi à 90%, autrement dit, l'uranium militaire. Aujourd'hui, l'uranium enrichi de nos centrales ne l'est qu'à 3 ou 5%. En 1954, la première centrale civile est soviétique. Les Français et les Britanniques leur emboîtent le pas 2 ans plus tard, et les Américains suivront en 1957. Parallèlement, en matière de miniaturisation, les choses s'accélèrent. On parle de plus en plus
de réacteurs individuels pour alimenter les maisons. À la fin des années 50, les premiers prototypes de voitures à moteur nucléaire sont présentés au public dans les motoramas, des grands shows itinérants organisés par General Motors. Le 18 janvier 1958, l'Astral du constructeur Studebaker est présenté au Southpen Art Center. Il n'est pas du tout question à l'époque de radiation mortelle ni d'aucun danger qui pourrait stopper l'élan des constructeurs automobiles, alors qu'un véhicule est par nature sujet aux collisions. Alors, que s'est-il passé? Que reste-t-il de toute cette effervescence des années 50? Apparemment, et là, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que les producteurs de pétrole et l'industrie nucléaire sont partagés un marché. Les moteurs nucléaires ont été tout à coup réservés aux seuls militaires pour leurs sous-marins, leurs porte-avions, pourtant sujets à la casse sur les théâtres d'opération, tandis que les civils ont dû se contenter de l'électricité des centrales imposantes et des bons vieux moteurs au pétrole. Pour réussir ce rétro-pédalage, il a fallu amorcer un virage à 180 degrés et insuffler en douceur l'idée que la radioactivité était très dangereuse. Cette peur était d'autant plus facile à implanter qu'elle surfait sur celle de la bombe A. C'est ainsi que l'on vit apparaître sur les écrans à l'époque le personnage de Godzilla, monstre né des mutations génétiques résultant d'Hiroshima et Nagasaki. Finalement, les ingénieurs et ouvriers qui travaillaient depuis les années 50 sur les premières centrales ont vu débarquer des hommes en combinaison blanche et masque intégral, compteur Geiger en main. Ces hommes en blanc sortis de nulle part leur ont dit de tout arrêter immédiatement, et à la stupéfaction générale des travailleurs du nucléaire, ils ont expliqué à quel point l'uranium était dangereux et qu'une simple exposition à la radioactivité suffisait pour causer la mort. Stupéfaction, incompréhension, car les ouvriers et les cadres qui avaient participé à l'installation des premières centrales se souvenaient d'un temps pas si lointain où ils formaient une chaîne humaine et se passaient les barres d'uranium de main en main jusqu'à la piscine. Les plus crédules ont fini par paniquer, leur sang s'est glacé dans leurs veines, ils se voyaient déjà morts. Mais les années passant, d'autres ont fini par comprendre l'entourloupe. Je sais, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais peut-être allez-vous croire Galen Winsor. I'm pleased to have as our guest Mr. Galen Windsor from Richland, Washington. I first heard of Galen from a tape that somebody gave to me some months ago, and I found his story to be absolutely fascinating. His story is unique, to say the least. Galen has been in 77 different cities in the last 2 years lecturing on the subject of nuclear energy. The majority of his life, the last 35 years, he spent processing plutonium from nuclear reactor sites. He has worked in the Manhattan Project facilities in Hanford, Washington, Oak Ridge National Laboratories and Nuclear Plant in Oak Ridge, Tennessee, General Electric's Midwest Fuel Recovery Plant in Morris, Illinois, General Electric's Fuel Fabrication Facility in San Jose, California, and Wilmington, North Carolina. And he's worked in every major reactor decommissioning project around this nation up to this present time. But in September 1950, I got into this thing called plutonium processing when we did it barehanded, without instruments, without coveralls. We had some of the most peculiar acid burns in some of the shirts. And I found one of those the other day. It's got acid burns all up the front of it. Plutonium on it, too. Amazing. That was normal operation in those days. Out in the reactor began to sneak in people who wanted a radiation monitor behind every reactor operator. Why?
We know how to make these things run. When we got a metal fuel element stuck and it fell down on the trampoline back of the reactor, we'd go in with our feet and kick it off into the pool, smoking, burning. If you didn't have an instrument, you didn't know it was too hot, so you just went in and kicked it. Finally, along came a rule maker that says, thou shalt not do that. You'll get burned. Oh, I didn't get burned when I did it last week. But you exceeded the limit. Well, where did this limit come from? Oh, fine. We've been doing this thing for years now, and we've never been burned. Why have we got these rules? Don't you ask questions. If you do, you might disappear. Those who broke the rules didn't appear the next day. Military rule? Oh, yes. Absolute. What was your appeal? And people you were working with one day, when they weren't there the next day, you didn't go inquire why. Well, 2 years ago, I started traveling for American Opinion Speakers Bureau, and one of the documents that they had was Major Jordan's diary. A story of shipping the technology and the materiel that was developed at Hanford in 1944 directly to Russia on U.S. Air Force planes out through Great Falls, Montana, Fairbanks, Alaska, under the auspices of one Harry Hopkins, and with the at least tacit approval of Franklin Delano Roosevelt. Now what are you going to do? That thing that we had been doing and feeling so good about had been shared at no expense with Russia. Now in this plant is a beautiful pool. It's got a place to store spent fuel bundles till it won't stop. 660,000 gallons of water, demineralized, just as clear and pretty as it can be. Heated to 100 degrees Fahrenheit when the outside temperatures are a minus 20, wind chill factors down to a minus 60, and I found out that I could swim in that rascal. You turn off the lights at night and it had a light blue Cherenkov effect. And this kid from Nevada that never could pass up a warm swimming hole used to go swimming in that pool. There wasn't anybody that had the nerve to swim with me, but since I was manager of safety and analytical service at this plant, it was mine to use. I had the bottle of it. Last time I went swimming, I filled this 2-liter bottle with water and washed it off on the outside in the shower when I washed me off on the outside so that we didn't tattletale. You know, radioactive material is just a trace or a tattletale. So you got to get it off so they won't know that you've been swimming in the pool and drinking the water. So I took this bottle in and set it on my desk. And who would suspect that the manager of safety and analytical service had a bottle of spent fuel pool water sitting on his desk, and he drank a glass of it every day. Alpha comes from uranium. Okay, radioactive material. You pour it out in the hand, and that's radioactive contamination. Is it radioactive? Yeah, it is. Very radioactive. Now, decontamination is nothing but scooping it back up and putting it into the bottle. I just now decontaminated my hand. No, I didn't do such a good job. Not good at all. Is it still radioactive? Yeah, that's called residual radioactivity. That material that I just ate is not soluble in body fluids. Your stomach has 10th normal hydrochloric acid in it, so it won't even dissolve. The stuff is so fine that it has no texture to it. Doesn't even feel rough. So it's tasteless, odorless, has no texture. How is it supposed to hurt me?
En absorbant l'uranium comme il le faisait en public, Galen voulait démontrer en réalité que la peur des radiations avait été exagérée pour effrayer les gens, de sorte que quelques personnes puissantes ont pu garder le contrôle total de la ressource énergétique qu'il qualifiait, lui, Galen, la plus précieuse au monde. Je pense exactement comme lui. L'uranium est en fait de l'énergie libre sous la forme de minerais, pratiquement inépuisable. Une seule barre pourrait alimenter en électricité une famille entière sur toute une vie. Et vous connaissez la meilleure? Une livre d'uranium coûte à peine 35 $. Pour les gardiens du troupeau qui avaient la main mise sur le monde, pas question de laisser cette énergie à la disposition des peuples. Pas question de leur permettre d'utiliser des voitures avec cette énergie. Il y avait trop à perdre. Qui sait s'ils n'en profiteraient pas pour se libérer? Bref, dans les années 60, le mensonge prend place. Les centrales se multiplient. On parle de plus en plus des dangers de la radioactivité dans les médias. La pression est de plus en plus forte au cours des 2 décennies. Mais ça reste un concept aux yeux du grand public. Il va falloir transformer la théorie en terreur bien concrète. Le 17 mars 1979, un film grand public sort dans les salles aux États-Unis, Le Syndrome chinois. C'est un thriller. L'histoire raconte que des journalistes présents dans une centrale lors d'un reportage assistent à ce qui aurait pu être la plus terrifiante des catastrophes nucléaires. Toute l'intrigue repose sur la divulgation de l'incident que les responsables tentent d'étouffer. Finalement, le héros parvient à révéler la vérité et il annonce, sur un ton grave, la menace qui pèse sur l'humanité. Et ça, c'est une découverte pour le grand public. Et cette menace, la voici. En fondant, un réacteur nucléaire pourrait s'enfoncer dans la croûte terrestre, traverser le cœur de la Terre et ressortir en Chine, sans que rien ne puisse l'empêcher. La fin de toute vie sur Terre. Alors, vous imaginez, je sais bien, c'est un peu farfelu, mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Le succès du film est immédiat. Or, comme par hasard, 12 jours seulement après sa sortie, survient la catastrophe de 3 Mile Island. C'est la panique, vous imaginez, dans le monde entier. Le syndrome chinois est dans tous les esprits. Il n'en fallait pas plus pour faire naître la psychose d'une apocalypse nucléaire. L'incident a été largement diffusé au niveau international et il a eu des effets profonds sur l'opinion publique. Le 29 mars 1979, le monde a pris conscience que les accidents nucléaires constituaient un risque réel pouvant survenir à tout moment. L'uranium devint, pour les adultes, l'équivalent de l'ogre du Petit Poucet, la source de toutes les angoisses. Et Marie Curie a dû se retourner dans sa tombe. Let's talk about 3 Mile Island. What really happened there? We've heard all kinds of stories about meltdown, and they made movies on it that this meltdown could melt right through the earth, clear through to China, and we've seen a lot of scare stories. What really happened at 3 Mile Island? Do you know what really happened there? Yes, I do. I followed that one very closely. In fact, I know the guys personally who wrote the script for China Syndrome and also wrote the script for the 3 Mile Island fiasco. Dale Breidenbaugh, Dick Hubbard, and Greg Miner, who used to work with me at General Electric, are the MBH associates that wrote that China Syndrome script. And not only that, remember that was the time China Syndrome came out, Jane Fonda starring. 14 months ahead of the TMI-2 accident, it was predicted in writing in New York State that that accident would happen 1 year from the date that that 3 Mile Island 2 reactor started up. It started up in March 1978, and it went down March 28, 1979, right on the day, 1 year anniversary. In other words, with 14 months advance notice, the industry still went along with the sham.
Nothing happened there except that the owner, the operator, and the regulators conspired to turn it off. And so, no, the fuel didn't melt. The China syndrome is a scriptwriter's fantasy. So there was no accident at 3 Mile Island? No, they did it on purpose. Si vous buvez une barrique de vin, il faut vous attendre à un coma éthylique et à la mort. Mais si vous buvez raisonnablement un verre ou deux pendant le repas du soir, il ne vous arrivera rien. L'alcool est néfaste, certes, mais à une certaine dose. Avec le nucléaire, c'est exactement la même chose, sauf que la limite a été rabaissée à son strict minimum, comme si du jour au lendemain, quelqu'un vous avertissait qu'au-delà d'un quart de verre de vin, c'est la mort. Si vous n'avez jamais bu avant, ni jamais vu quelqu'un boire, vous allez le croire sans oser le vérifier. Eh bien, je pense que nous en sommes exactement là aujourd'hui avec l'uranium. Les normes ont été rabaissées des millions de fois pour nous faire peur, pour pas qu'on s'en approche, pour pas qu'on ait l'idée de le voler, surtout pas le voler. Faites l'expérience, laissez une barre d'uranium avec son logo terrifiant en pleine rue, à la vue de tous, et vous verrez que même le voleur le plus aguerri s'enfuira en courant. Ce logo est génial, plus efficace que la tête de mort sur les poisons. Pourtant, comme disait Galem, qui était bien placé pour le savoir, l'uranium est la ressource énergétique la plus précieuse au monde. L'opération de propagande antinucléaire à grande échelle débutée dans le courant des années 60 venait d'atteindre son point culminant avec l'incident de 3 Mile Island. Et l'idée que les responsables industriels cachaient la vérité au public, comme dans le film Le syndrome chinois, amplifia la défense des populations envers cette énergie. Provocation ultime, après 23 ans d'analyse, plusieurs rapports scientifiques ont conclu que cet incident n'avait provoqué ni décès, ni blessures ou effets néfastes sur la santé. Mensonge, ont protesté les antinucléaires qui s'appuyaient évidemment sur d'autres rapports qui affirmaient le contraire. L'opacité des industriels a eu pour effet d'attiser la haine des militants jusqu'au fanatisme. Le mensonge marchait presque trop bien. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, la peur ne dure qu'un temps. Il faut toujours l'alimenter. L'incident de 3 Mile Island n'avait peut-être pas suffi, d'autant que dans le milieu des années 80, les interventions de Galem Windsor, que nous avons vues plus haut, commençaient à ouvrir les yeux de certains sur la supercherie atomique. Il fallait arrêter ça tout de suite, et il fallait frapper fort. En 1986, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Cet accident nucléaire majeur avec la fusion du cœur du réacteur numéro 4 allait traumatiser le monde. L'explosion a provoqué la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, provoquant sur le très long terme une très large contamination de l'environnement. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées. L'accident a provoqué entre 60 et 4 000 décès selon les rapports publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture. Beaucoup plus selon les militants anti-nucléaires organisés comme une armée autour d'organisations aux ramifications tentaculaires. Inventory control practices capitalized on the fear of undereducated masses who work in the industry. I didn't say anything about ordinary people now. I'm talking about the people who have worked in the industry and those who cast stones from without. The Ralph Naders, the Jane Fondas. Now, it doesn't take you much thinking to find out that maybe the industry is the source of the problem. The industry is the one that made up the committees that made the rules that the Congress enforced.
You ever thought of it that way? On a dit que la construction de la centrale avait été réalisée sans respecter les normes en vigueur. Mais ça, moi j'ai envie de dire que c'est une généralité qui touche presque toute l'industrie nucléaire. N'oubliez pas que les autres réacteurs de la centrale de Tchernobyl ont continué de fonctionner jusqu'en décembre 2000. Pensez-vous vraiment que ces autres réacteurs respectaient mieux les normes de construction en vigueur? Et d'ailleurs, je me mets à la place des industriels. Pourquoi respecter des normes draconiennes, excessivement chères quand on sait qu'elles résultent d'un baratin inventé pour faire peur aux moutons? Fin des années 90, Framatome, devenu par la suite Areva, signe un contrat avec l'Ukraine. La multinationale française était chargée notamment de sécuriser les barres d'uranium de Tchernobyl dans des caissons de confinement en béton conçus exprès à cet effet. Un vrai fiasco, comme vous pouvez le constater. L'essentiel du travail que nous avons à faire sur ce site de Tchernobyl, c'est de retirer les 20 000 tubes de combustible nucléaire des centrales pour les stocker dans des lieux sûrs et surtout pour le long terme. Pour cette mission en 1999, l'Ukraine choisit Framatome, l'ancêtre d'Areva. L'entreprise française a construit cet imposant bâtiment et une série d'alvéoles en béton pour conditionner et confiner les barres de combustible très radioactives. Un dispositif conçu normalement pour durer au moins 100 ans. Mais lorsque nous arrivons sur place, il n'y a aucun Français. Vous savez qui était là avant? Oui, Areva. Le chef de chantier voudrait changer de sujet, mais j'insiste. Pourquoi Areva a arrêté? En fait, ils ne maîtrisaient pas la technologie et ils ont dû arrêter le chantier en 2003. Après avoir travaillé sur place pendant 4 ans, Areva a été définitivement écarté du chantier. Que s'est-il passé? Rendez-vous au siège du Comité national de l'énergie atomique. La directrice de la communication, Olga Kocharna, m'explique qu'avec Areva, les Ukrainiens s'attendaient à plus de sérieux. Le problème, c'est qu'Areva avait acquis cette technologie de stockage sans la maîtriser. Il n'avait pas les ingénieurs pour gérer ces procédés et il n'avait aucune expérience de ces techniques de confinement. Selon Artem Belouzov, un journaliste ukrainien qui a enquêté sur les déboires d'Areva, l'entreprise a commis des erreurs grossières. Selon les autorités ukrainiennes, la société française n'avait même pas demandé les plans et les schémas techniques. L'entreprise française avait fait de grosses erreurs lors de la construction des unités de stockage. Et on dit même que le diamètre des unités de stockage ne correspondait pas avec les containers à combustible. Évidemment, tout cela peut paraître bizarre. Maintenant, si on dédramatise le danger de l'uranium, si on considère que tout ça n'est qu'une mascarade, une blague, on comprend la désinvolture des dirigeants français face à ce faux problème. Il y a cette fausse affaire qui a beaucoup marqué les esprits en France, le fameux, vous savez, le fameux nuage radioactif qui s'est arrêté à notre frontière. De particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en